Je viens de terminer ma vidéo du soir sur Wikipédia. Et puis à la fin, en fait, je vais voir sur YouTube si je tape créationniste sur quoi je tombe. Et je suis tombé sur un documentaire, L'effondrement de la théorie de l'évolution de Charles Darwin. Alors, on va voir ce que ça vaut ensemble. Si ça se trouve, ce sera très bien et je n'aurai rien à dire. Et peut-être que je vais peut-être dénicher des arguments fallacieux euh, si le titre n'est pas ironique. Et si jamais le titre est ironique, et ben cette vidéo ne sera jamais publiée. Et puis le problème qu'elle ne soit jamais publiée du tout à cause des problèmes de droit d'auteur. Voilà. Donc, c'est parti. Qu'as-tu à nous dire, petite euh, En 1993, le professeur Philip Johnson de l'université de Berkeley en Californie invita des scientifiques et des philosophes à se réunir dans une petite ville balnéaire sur la côte centrale californienne. Des intervenants de Cambridge, Munich, Chicago et d'autres pôles universitaires participèrent à cette table ronde dans le but de réexaminer un sujet qui domine la science depuis 150 ans. Je pense que cette rencontre de Pajaroddin a été un moment décisif. On remarquera que contrairement à la vidéo de Nouvel Angle, là, ils nous disent pas. Enfin, ils nous disent rapidement ils viennent d'où. Bon, ils nous disent c'est un peu éclectique, machin et tout. Mais ils disent pas machin qui est le professeur de ceci, cela, et puis la professeure de ceci, cela. Ils font pas un appel à l'autorité. C'est bien de le souligner. Pour beaucoup d'entre nous. Chacun se posait des questions sur la théorie de l'évolution. Et chacun a apporté ses idées personnelles au débat, ce qui nous a permis subitement d'aborder les choses avec un regard tout à fait neuf. Ça a été pour moi une période très intense de ma vie. Il me semblait qu'il y avait là quelque chose de bien plus satisfaisant intellectuellement que ma perspective précédente. En y repensant aujourd'hui, je crois que cela m'a motivé à regarder de plus près les preuves et à comprendre vers quoi elles aboutissent. J'ai réalisé que ceci était plus grand qu'un point de vue personnel ou qu'une discipline. C'était la naissance d'une communauté de scientifiques qui désirait désormais se pencher sur le mystère fondamental de l'origine de la vie. Bon, le montage fait peur. Moi, ça m'intimide. Ils ont mis une... Enfin, c'est assez... Waouh. C'est vraiment un montage de ouf. La musique et tout. Waouh, vie. Le documentaire. Les déchiffreurs Parfois, mystères. je me demande pourquoi on s'attarde sur d'autres sujets, car celui-ci me semble de loin le plus intéressant. D'où venons-nous? Comment sommes-nous arrivés là? Qu'est-ce qui fait que nous existons? Quelle est notre relation à la réalité dans son ensemble? Vous contemplez l'incroyable diversité et complexité de la vie et la question inévitable surgit. D'où vient tout cela? Est-ce le simple fait du hasard? De la nécessité? De forces naturelles non dirigées? Ou est-ce autre chose? Peut-on y voir une On remarque que j'ai cru qu'il y aurait un homme de paille en disant que la théorie de l'évolution, c'est juste le hasard. Mais il dit des forces naturelles non dirigées, quoi. Donc, c'est pas que de la merde, hein. Tac. surgit? D'où vient tout cela? Est-ce le simple fait du hasard? De la nécessité? De forces naturelles non dirigées? Voilà. Ou est-ce autre chose? Peut-on y voir C'est pas une des forces intention, naturelles. un plan, une conception voilà. attribuable à de l'intelligence? Voilà, là ça part en couille. Y a pas on se permet des spéculations horribles sans aucune raison de les invoquer, quoi.
à part la complexité de la vie, mais bon, la théorie de l'évolution le fait très bien. Je pense que ces questions sont fondamentales. Les scientifiques réunis à Pajarod-Dune se proposèrent de réexaminer le mystère de l'origine de la vie, étant donné qu'ils avaient tous des doutes importants concernant les idées évolutionnistes largement répandues. Parmi eux, le biochimiste Michael Behe se demandait comment des processus naturels avaient pu donner lieu aux structures très élaborées présentes dans les cellules vivantes. C'est vrai, c'est aussi ce qu'on... Mais en fait, Darwin en parle dans son bouquin, qu'effectivement, par exemple, l'œil, c'est quelque chose de tout à fait mystérieux, de la façon dont c'est un organe, on va pas dire parfait, mais je veux dire très très performant. Et Darwin dit que ça, c'est des concepts c'est des contraintes, enfin des arguments qui peuvent aller à l'encontre de sa théorie, mais en prenant l'exemple de l'œil, il démontre bien que, bon, il explique pas comment par hasard, il y a sûrement une part de hasard dans toute chose, mais c'est pas uniquement du hasard, mais que comment, comme par hasard, des tissus nerveux ont pu avoir la capacité de capter la lumière d'abord, et puis ensuite ça a joué, c'était utile pour les êtres vivants qui possédaient ce tissu nerveux-là ou des cellules nerveuses comme elles. Après, je pense, enfin bref. Et après, du coup, il a dit que au fur et à mesure, en prenant simplement le concept de la sélection naturelle, que ça allait pouvoir amener d'une structure très simple à une structure aussi complexe que l'œil, quoi. Donc, je sais plus ce qu'ils disent d'ailleurs. On continue. Dean Kenyon, biologiste évolutionniste, ne considérait plus que la chimie puisse à elle seule expliquer les origines de la vie sur Terre. Stéphane Meyer, c'est con parce que c'est la meilleure truc, c'est la biochimie, c'est quand même ce qu'on a de mieux. Donc voilà. Paul Nelson et William Dembski cherchaient une nouvelle approche pour expliquer l'origine des informations génétiques codées dans les organismes vivants. Ces scientifiques et philosophes commencèrent à formuler une alternative à la théorie centrale de la biologie moderne. Une théorie qui a pris naissance dans l'esprit du naturaliste anglais Charles Darwin. En 1831, Darwin, âgé de 22 ans, entreprit une expédition de 5 ans. C'est pas trop du foutage de gueule. C'est moins pire que ce que je pensais. Si ça se trouve, ça va se corser au fur et à mesure, mais il y a des jolis dessins sur Darwin et tout. À bord de l'HMS Beagle, il fit le tour de l'Amérique du Sud, puis remonta au nord dans l'océan Pacifique, vers les îles volcaniques des Galapagos. Sur cet archipel désert, à 965 km des côtes équatoriennes, Charles Darwin rencontra une grande variété d'oiseaux, de reptiles et de mammifères, tels qu'il n'en avait jamais vus auparavant. Pendant plus d'un mois, il étudia les plantes et les animaux, prit des notes détaillées et récolta des spécimens. Puis, il plia bagages pour ne jamais revenir. 25 ans s'écoulèrent, pendant lesquels il développa une théorie sur l'origine des diverses formes de la vie sur Terre. En 1859, Darwin publia un ouvrage intitulé « De l'origine des espèces », dont l'impact sur la science et par la suite sur toute la culture occidentale fut très important. Darwin chercha à montrer que la vie était le produit de forces naturelles aléatoires. Le temps... Alors, là, c'est un homme de paille, par contre. De forces naturelles aléatoires, c'est... Il y a de l'aléatoire dans la théorie de l'évolution, mais déjà, des forces naturelles, ça reste un petit peu mystérieux. Alors, c'est des trucs qui sont inhérents aux êtres vivants. Et des forces naturelles aléatoires, la sélection naturelle n'est pas aléatoire. Le hasard est un processus qu'il appela la sélection naturelle. J'étais mauvaise langue, Pendant 2500 ans avant Darwin, les scientifiques et les philosophes les plus éminents, comme Platon, Newton ou Kepler,
considérait le monde comme le produit d'une certaine conception, d'un certain plan. Mais à la suite de l'idée de Darwin concernant la sélection naturelle, une véritable transformation s'est opérée dans la philosophie scientifique. Darwin ne fut pas le premier savant à proposer une théorie de l'évolution. Lamarck. Mais il fut le premier à présenter un mécanisme naturaliste plausible capable d'entraîner des changements biologiques sur de longues périodes. Pour comprendre comment s'opère la sélection naturelle, examinons les pinsons que Darwin découvrit dans les îles Galapagos. Il ne parle pas des pinsons 13 espèces dans l'origine de des pinsons espèces. vivent dans ces îles et diffèrent légèrement par la taille et la forme de leur bec. Darwin rentra en Angleterre avec 9 espèces différentes de ces oiseaux. Selon sa théorie, les différentes tailles et formes des becs de ces oiseaux sont directement attribuables à la sélection naturelle. Un exemple souvent cité est celui des pinsons mangeurs de graines. À la suite des grandes périodes de pluie, on trouve dans ces îles des petites graines moelleuses en abondance. Les oiseaux, à petit bec, peuvent facilement se nourrir. Mais pendant les saisons sèches, les seules graines disponibles sont enveloppées dans des coquilles très résistantes. Elles sont là depuis l'année précédente. Dans ces circonstances, seuls les oiseaux à bec large et acéré peuvent briser ces coquilles et s'alimenter. Ces oiseaux à bec large survivent parce qu'ils peuvent se procurer à manger, contrairement aux autres volatiles. Leur large bec leur offre ce que les biologistes appellent aujourd'hui un avantage fonctionnel. Les pinsons à petit bec, hélas, meurent de faim parce qu'ils ne peuvent accéder à la nourriture. Ça a l'air d'être un bon documentaire en vrai. Si la sécheresse perdure, ces conditions environnementales entraînent des changements dans la population des pinsons. Avec le temps, les becs larges sont transmis aux générations suivantes parce qu'ils permettent à ces oiseaux de survivre. La sélection naturelle était une idée très attrayante. Les variations physiques avantageuses seraient héritées au fil des générations. À travers ce processus, les populations seraient modifiées et au fil du temps, des organismes fondamentalement différents apparaîtraient, sans qu'aucune forme d'intelligence ne guide ce processus. Darwin voulait tout expliquer dans l'histoire du vivant par des processus naturels non intelligents et non conçus. Et quand il chercha une explication, il découvrit que ces processus observés chez des populations apprivoisées fonctionnent aussi dans la nature sauvage. Darwin connaissait bien les élevages domestiques. Il étudiait lui-même les... C'est vrai. En fait, il fait souvent l'analogie entre les élevages domestiques et puis ce qui se passe réellement dans la nature, parce que ce qu'on observe dans les élevages domestiques, c'est vraiment c'est analogue à ce qui se passe dans la nature sous l'impulsion de la sélection naturelle, sauf que dans les élevages domestiques, c'est sous l'impulsion de la sélection qu'on pourrait appeler artificielle, où on sélectionne des êtres vivants pour leurs attributs en fonction de ce qui est bien pour les êtres humains ou pas. Et je ne sais pas pourquoi ce documentaire s'appelle L'effondrement de la théorie de l'évolution de Charles Darwin, parce qu'en vrai, pour l'instant, c'est bien, quoi. Les pigeons d'élevage et savait que depuis des siècles, des éleveurs produisaient des changements importants chez les populations animales en sélectionnant certains individus pour la reproduction. Darwin suggéra en fait que le même processus existait à l'état naturel. Pour Charles Darwin, la sélection naturelle expliquait l'apparence d'une conception sans la présence d'un concepteur. Il n'était plus nécessaire d'évoquer une cause intelligente face à la complexité de la vie. Résultat, la sélection naturelle venait se substituer au concepteur. Aujourd'hui, la science et le monde universitaire en général ont adopté les théories de Darwin. Pourtant, malgré cette large acceptation, un nombre croissant de scientifiques et de savants, y compris ceux de Pajarot-Dune, remettent en question des aspects importants du darwinisme. Quand nous nous sommes retrouvés à Pajarot-Dune, nous n'étions certainement pas d'accord sur tout.
Mais nous partagions une réelle insatisfaction devant le mécanisme de la sélection naturelle et le rôle qu'il exerçait dans les explications d'ordre biologique. La sélection naturelle est un processus bien réel qui permet d'expliquer certaines variations limitées à petite échelle. Et nous en avons beaucoup d'exemples. Mais contrairement aux espérances de Darwin, elle ne suffit pas à expliquer la profonde complexité de la vie. On a d'un côté le bec du pinson et de l'autre le pinson. Un changement mineur dans la... Dans le bouquin que je suis en train de lire en ce moment, qui s'appelle La structure de la théorie de l'évolution, qui a été écrit par Gould, il fait mention justement du fait que avant Darwin, on invoquait deux choses. On invoquait des mécanismes de transformation qui allaient mener à l'évolution, mais qui étaient des mécanismes dits mineurs, et un processus majeur qui était la force créatrice un peu divine, quoi. Et Darwin a remis ça en question en éliminant la force créatrice et en mettant le transformisme, mais je suis pas sûr que ce soit le mot, mais le transformisme au centre de sa théorie et de l'explication de pourquoi il y a une évolution. Comment on explique les formes changeantes, comment on explique la diversité sur Terre. Et voilà. Donc alors moi je suis pressé de savoir qu'est-ce qui va pas. Est-ce que ça va être que Darwin il y avait la sélection naturelle en effet, mais déjà elle ne s'applique pas qu'à l'organisme, elle s'applique à plusieurs niveaux hiérarchiques. Ça va du gène à l'écosystème, du gène au clade, pas à l'écosystème, je dis n'importe quoi. Quoique, je suis pas sûr de dire n'importe quoi. Et voilà. Structure d'un bec face à l'origine de l'oiseau lui-même. Ces phénomènes ne se placent pas sur la même échelle, ce sont des problèmes distincts. Le problème le plus important pour la biologie est de comprendre où la sélection naturelle opère et là où elle n'intervient pas, et la raison de cette différence. Les preuves sont très convaincantes. Chacun d'entre nous estimait que si nous laissions parler ces preuves, elles nous mèneraient dans une direction très différente, éloignée de la sélection naturelle, vers une autre conclusion sur l'origine et la nature de la vie sur Terre. La sélection naturelle n'agit que par l'accumulation de petites variations successives. Elle n'avance jamais par de grands sauts rapides, mais lentement et sûrement, par petits pas. Bon bah ça a été remis en cause effectivement parce que Darwin dit qu'il y a un gradualisme dans les étapes qui mènent d'un ancêtre du pinson vers un pinson. Il y a une gradualisation de toutes les étapes. Mais Gould, il a amené la théorie des équilibres ponctués qui dit que des fois, il n'y a pas de saut. C'est la vitesse de la sélection naturelle qui va changer. Des fois, ça va être... alors, je ne sais pas si c'est la vitesse de l'évolution, donc de la sélection naturelle et des autres processus, qui va changer en fonction de l'environnement biotique et abiotique, et qui va mener à un pinson. Donc, en fait, quand par exemple les êtres humains se retrouvent dans un milieu très favorable, ben, il peut y avoir une saltation, c'est-à-dire l'apparition brusque d'espèces dans les archives géologiques. Et après, il y a une sorte de stagnation, donc c'est les équilibres ponctués. Il y a une période d'équilibre où ça va lentement, et c'est ponctué par des moments où ça s'accélère, quoi. C'est la théorie des équilibres ponctués. Mais là, j'imagine que là, ils disent que ça se fait pas d'un coup, quoi. Il y a pas, ça ne passe pas du ver de terre au pinson comme ça. Mais je pense que c'est ça qu'ils veulent dire. Il est vraiment intéressant de noter que plus nous en savons sur la vie et plus nous avons de connaissances en biologie, plus le darwinisme pose problème et plus la conception intelligente apparaît. Et voilà. C'est 11 minutes 55, ça m'a déçu.
Depuis 1988, le docteur Michael B.E. étudie des systèmes biologiques complexes qui semblent défier les explications basées sur la sélection naturelle. Pendant longtemps, j'ai cru que l'évolution darwinienne expliquait tout ce que nous observons en biologie. Ce n'est pas parce que j'y voyais une explication, mais plutôt parce qu'on me l'avait dit. On m'a appris la biologie darwinienne à l'école. Et à l'université, je baignais dans une atmosphère où l'on supposait que cette théorie fournissait des explications à la biologie. Et là encore, je n'avais aucune raison d'en douter. Je n'avais aucune raison de douter de toi, documentaire. Il y a 10 ans environ, j'ai lu un ouvrage intitulé « Évolution, une théorie en crise », écrit par un généticien australien, Michael Denton. Il avançait, contre la théorie de Darwin, de nombreux arguments scientifiques que je n'avais jamais entendus jusque-là. Et ces arguments semblaient plutôt convaincants. À ce moment-là, j'ai senti monter en moi une frustration, parce que j'avais l'impression d'avoir été conduit sur une fausse piste. J'avais devant moi une série de très bons arguments. J'avais décroché un doctorat en biochimie. Quels sont ces arguments? Je faisais partie du corps enseignant, et pourtant ces points de vue m'étaient totalement inconnus. À partir de ce moment, je me suis intéressé de près à la question de l'évolution, et j'ai choisi de ne plus considérer les processus darwiniens comme la seule explication à la vie. Encore une fois, c'est ce que ça dépend ce que tu entends par darwinien. Si darwinien, c'est juste la sélection naturelle, effectivement, y a d'autres explications qui se corroborent toutes les unes avec les autres, où par exemple, il y a les transferts de gènes horizontaux, le brassage génétique au moment de la reproduction, les flux de gènes, enfin bref, tout ça, quoi. Et donc, il y a aussi des phénomènes qui relèvent de l'aléatoire, comme le brassage génétique. Mais est-ce que c'est ça qu'il a entendu? Le scepticisme de Michael B.E. découlait en grande partie des découvertes de la biologie moderne sur le composant fondamental de la vie, la cellule. L'ADN. Non. Au XIXe siècle, du vivant de Ça me Darwin, surprend. les scientifiques pensaient que l'unité fondamentale de la vie, la cellule, n'était qu'un simple globule de protoplasme, un morceau de gélatine ou quelque chose de facile à expliquer. Cette idée est demeurée plus ou moins inchangée jusqu'au début des années 50. Mais pendant la deuxième moitié du XXe siècle, notre connaissance de la cellule a totalement explosé. C'est créationniste ou c'est pas créationniste là? Le documentaire L'effondrement de la théorie de l'évolution de Charles Darwin, vraiment c'est... Bon. Aujourd'hui, les technologies de pointe révèlent des mondes microscopiques très élaborés. Des mondes si petits qu'un dé à coudre de culture liquide peut contenir plus de 4 milliards de bactéries unicellulaires dans lesquelles s'entassent des circuits, des codes d'assemblage, des machines miniatures avec une complexité que Charles Darwin n'aurait jamais imaginée. À la base même de la vie, là où les molécules et les cellules mènent la danse, on a découvert des machines. Des machines moléculaires au sens littéral. De minuscules camions moléculaires transportent des fournitures d'un bout à l'autre de la cellule. Des machines captent l'énergie solaire pour la transformer en énergie utilisable. Il y a autant de machines moléculaires que de fonctions organiques dans le corps humain. Le fait d'entendre, de voir, de sentir, de goûter, de toucher, la coagulation sanguine, la fonction respiratoire, la réponse immunitaire, tous font appel à une multitude de machines. Quand on observe ces mécanismes, on se demande d'où viennent-ils ? Et la réponse classique, celle de l'évolution darwinienne, est à mon avis très inadéquate. Au cours de conférences universitaires au début des années 90, Michael B.E. commença à faire part de ses doutes sur les capacités de la sélection naturelle à construire des machines moléculaires complexes. Une machine en particulier attira son attention. Je me souviens de la première fois où j'ai vu, dans un manuel de biochimie, la représentation d'un flagelle bactérien, avec chacun de ses composants dans toute sa gloire. Il était doté d'une hélice, d'une zone d'ancrage, d'une transmission et d'un moteur, et j'ai regardé tout ça en me disant « c'est un vrai moteur hors bord ».
C'est le résultat d'une conception. Ces parties ne se sont sûrement pas assemblées au hasard. La réaction de Billy n'est pas surprenante, étant donné que les moteurs moléculaires qui propulsent les bactéries en milieu liquide dépendent d'un ensemble de composants mécaniques très élaborés. Les composants de ce système apparaissent au microscope quand des échantillons de cellules sont grossis 50 000 fois. Les biochimistes ont utilisé des photos de microscopie électronique comme celle-ci pour identifier les composants et la structure tridimensionnelle du moteur flagellaire. La musique. C'est ainsi qu'ils ont découvert une pure merveille technique à l'échelle miniature. Ah, on rappelle quand même qu'il y a eu 4 milliards d'années pour faire ça. Donc, si la sélection naturelle peut l'expliquer, quoi. Howard Berg de Harvard l'a surnommée la machine la plus efficace de l'univers. Certains de ces moteurs ont une vitesse de rotation de 100 000 tours par minute. Et ils sont reliés à des mécanismes de transduction de signaux ou sensoriels qui leur fournissent des informations sur l'environnement. Même à cette vitesse, ils peuvent s'arrêter en un quart de tour, changer de cap et repartir à 100 000 tours par minute dans une autre direction. Et tout comme un moteur hors bord, ils sont composés d'un grand nombre d'éléments, indispensables au fonctionnement de l'ensemble. Le flagelle bactérien est doté de 2 vitesses en marche, avant et arrière, d'un refroidissement liquide et d'une force protomotrice. Il possède des anneaux externes et internes, un crochet, un arbre de transmission, une hélice. Ces composants fonctionnent comme un moteur. On emploie ces termes maladroits pour décrire en fait la fonction de ces éléments. Depuis la découverte du flagelle bactérien, les scientifiques ont essayé de comprendre comment un moteur rotatif a pu résulter de la sélection naturelle. Jusqu'à présent, ils n'ont pas été en mesure de fournir une explication darwinienne détaillée. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Le problème réside dans une caractéristique des machines moléculaires appelée complexité irréductible. La complexité irréductible est un terme inventé par Michael Behe pour décrire ces machines moléculaires. En résumé, Michael Behe, né le 18 janvier 1952, est professeur de biologie moléculaire à l'université Leith aux États-Unis. Il est surtout connu pour son concept de complexité irréductible et ses multiples prises de position en faveur de l'intelligent design. Il est membre du Discovery Institute. Ok, donc c'est un créationniste. Mais pourquoi est-ce qu'il est créationniste? Ça. Mais tout organelle ou système dans une cellule est fait de plusieurs composants, tous essentiels pour son fonctionnement. Si on enlève un de ces éléments, le système ne fonctionne plus. C'est comme l'œil, tu vois. Je sais pas, oui, peut-être que là, c'est différent. Mais en tout cas, l'œil, c'est pareil, c'est une machine qui a été faite au fur et à mesure. En 4 milliards d'années, il y a eu 4 milliards d'années pour fabriquer un œil. Il y a eu 4 milliards d'années pour faire un flagelle. Nous, on arrive à faire les mêmes trucs on arrive à faire les mêmes choses en 250 ans de technologie. Non, 2000 ans, on va dire. Allez. En 2000 ans de technologie, on arrive à faire pareil. Alors, un processus aussi efficace que la sélection naturelle avec 4 milliards d'années devant soi, sachant que là, on parle de bactéries, donc forcément, c'est des bactéries ou des cellules avec des flagelles. Il y en a vraiment depuis je sais pas combien de temps, 3,5 milliards d'années, peut-être, je sais plus. Mais en vrai, ça se fait, quoi. Ça se fait bien, c'est possible. Je pense que c'est possible. Peut-être que j'ai tort. Ce principe de complexité irréductible peut être illustré par un système non biologique familier, le piège à souris.
Le piège est composé de 5 pièces. Le déclencheur, où on pose l'appât, un ressort puissant, un fil recourbé appelé arceau, un support pour tenir l'arceau et une base sur laquelle repose tout le système. Si l'une de ces pièces est absente ou défectueuse, le mécanisme ne fonctionnera pas. Tous les éléments de cet ensemble d'une complexité irréductible sont simultanément nécessaires pour assurer la fonctionnalité du système. Piéger une souris. Ça se fait. Attends. On peut imaginer tout un tas de. On peut faire tout un tas d'hypothèses qu'on n'a pas besoin d'invoquer un créateur pour expliquer un piège à souris biologique, quoi. La complexité irréductible s'applique aussi aux machines biologiques comme le flagelle bactérien. On compte en tout environ 40 composantes protéiniques qui font tourner cette machine. Si le crochet ou l'arbre de transmission est absent, par exemple, le flagelle ne fonctionnera pas ou ne sera même pas assemblé dans la cellule. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, mais je crois que c'est l'exaptation. Je dois me tromper, hein, mais processus d'adaptation d'un caractère existant selon lequel une ou plusieurs fonctions s'ajoutent à sa fonction d'origine ou la remplacent. Voilà. Donc ça peut, l'exaptation, voilà, c'est possible qu'il y a quelque chose qui serve à un autre truc à la base, et puis après, voilà. En plus, c'est Stephen Jay Gould et Elisabeth Verba qui ont créé ce truc. Et je l'ai en favori. Et l'exaptation, ça peut expliquer, ça peut expliquer ce truc. Ça peut expliquer les os. Si ça se trouve, il y a même l'exemple, il y a l'exemple du clitoris. Il n'y a pas l'exemple du flagelle des bactéries, mais bon, tant pis. En langage évolutionniste, il s'agit de pouvoir expliquer comment bâtir graduellement ce système où aucune fonction n'est opérationnelle tant que tous les éléments ne sont pas en place. Par exaptation, ça peut s'expliquer. Ça servait à quelque chose avant. Il y avait, je sais pas moi, par exemple un truc pour stimuler les partenaires, même si c'est des bactéries là. Mais on peut imaginer plein de trucs, tu vois. La complexité irréductible des machines moléculaires pose un défi d'envergure aux possibilités de la sélection naturelle. Selon la théorie de Darwin, même des structures biologiques très complexes, comme l'œil, l'oreille ou le cœur, peuvent être assemblées graduellement avec le temps par petites étapes progressives. Mais, comme le précisait Darwin, la sélection naturelle ne peut être efficace que si ces modifications génétiques aléatoires offrent un avantage à l'organisme qui évolue dans sa lutte pour la survie. On va repasser cette phrase. Peuvent être assemblées graduellement avec le temps par petites étapes progressives. Mais, comme le précisait Darwin, la sélection naturelle ne peut être efficace que si ces modifications génétiques aléatoires offrent un avantage à l'organisme qui évolue dans sa lutte pour la survie. Oui. Ah, ça a l'air vrai, ça. Comme j'ai essayé de le montrer, il n'est pas indispensable que les modifications soient simultanées si elles sont infimes et graduelles. La sélection naturelle scrute les plus minutieuses variations, rejetant les mauvaises, mais préservant et cumulant les bonnes. Mais les infimes variations favorables de Darwin auraient-elles pu donner naissance au flagelle bactérien ? 4 milliards d'années, putain. Certains scientifiques en doutent. Comment une chose nouvelle comme ce moteur flagellaire bactérien
et tous ses composants auraient-ils pu découler d'une population de bactéries qui ne possèdent pas ce système? D'autant plus que chaque changement selon la théorie de Darwin doit entraîner des avantages. Ça peut être le hasard aussi. Il y a effectivement la sélection naturelle, mais il y a aussi une part de hasard. Mais au fur et à mesure du temps, en fait, oui, ça peut sélectionner des trucs tout petits, quoi. C'est affreux. C'est affreux parce que ce documentaire est en train de me retourner le cerveau. Imaginez un tel scénario au début de l'histoire terrestre. Une bactérie en évolution arrive à développer une queue et peut-être même les pièces nécessaires pour l'accrocher à la membrane cellulaire. Mais sans l'assemblage complet du moteur, cette innovation n'apporterait aucun avantage à la cellule. Ça peut servir à autre chose. La queue resterait immobile et inutile, invisible à la sélection naturelle qui, par définition, ne favorise que les changements. Ah ouais, mais là, non, je suis pas d'accord. Ça peut avoir une queue comme ça peut jouer, tu vois. Je pense, hein. Rien que se faire porter par le courant et tout. Non, non. Ça, c'est faux, c'est tout. Propice à la survie. La logique de la sélection naturelle est très exigeante. À moins que le mécanisme du flagelle soit complètement assemblé et fonctionnel. Alors, j'étais pas d'accord avec ça, mais par contre, c'est vrai qu'il faut que la variation individuelle soit j'ai envie de dire préhensile à la sélection naturelle. Il faut qu'il y ait que ça change quelque chose à la vie de la cellule pour que ça amène autre chose, quoi, pour que ça soit sélectionné. Et il faut aussi que ce soit héréditaire. Donc, voilà. Bon, après, dire que c'est impossible par la sélection naturelle, je ne pense pas. La sélection naturelle ne peut tout simplement pas le préserver. Il ne peut être transmis à la génération suivante. Il faut bien comprendre. Tu vois, c'est vrai, s'il n'y a pas de préhension par la sélection naturelle, ça ne sert à rien. Mais en même temps, là, il pose le fait que la sélection naturelle ne peut pas agir sur les queues des... Encore, on n'est pas sûr que ça a démarré par une queue. Sur ce genre d'attributs des cellules. Et en vrai, y a de quoi de pas être d'accord, parce que ça peut jouer, je suis désolé. Ça peut jouer positivement. Que la sélection naturelle ne s'opère que pour un avantage fonctionnel. Dans la plupart des cas, elle élimine des éléments qui n'ont aucune fonction ou qui sont un danger pour l'organisme. Alors, les éléments qui n'ont aucune fonction peuvent être préservés dans le sens où, vu que, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, c'est que vu que la sélection naturelle n'a pas la main dessus, et s'ils servent à rien mais qu'ils sont pas gênants pour l'organisme, à ce moment-là, voilà. Aussi, dans l'exemple d'une bactérie munie d'une queue qui ne sert pas de flagelle, il est probable que celle-ci soit éliminée. C'est vrai, mais c'est pas sûr que ce soit juste une queue, quoi. Exaptation. La seule raison de sélectionner un flagelle, c'est parce qu'il fonctionne, et cela signifie, pour commencer, que tous les éléments du moteur flagellaire soient en place. Ah, je suis pas d'accord. Donc, mais j'ai le droit de pas être d'accord parce que en gros c'est affirmer quelque chose sans preuve peut être réfuté sans preuve, quoi. Voilà. La sélection naturelle ne peut donner lieu à un flagelle bactérien. Voilà, le mec affirme ça, ils affirment ça depuis tout à l'heure sans aucune preuve derrière. Ils s'en foutent de toutes les hypothèses qu'on peut faire et qui rentrent dans le système théorique de la sélection naturelle. Elle ne peut entrer en jeu qu'après que le flagelle soit là et opérationnel. En 1996, Michael Behe publia un livre intitulé Darwin's Black Box, dans lequel il chercha à montrer que la sélection naturelle, substitut d'une conception intelligente pour Darwin, ne pouvait expliquer l'origine du flagelle bactérien ou de tout autre système biologique irréductiblement complexe. Michael Behe arriva à la conclusion que la complexité inhérente à ces systèmes nous oriente vers une conception intelligente. Bon, c'est là que ça part en couille, hein. C'est parti. Darwin's Black Box suscita immédiatement la controverse. Plus de 75 publications, y compris les revues scientifiques et les journaux les plus cotés, commentèrent l'ouvrage.
certains scientifiques saluèrent le travail de Bihi, tandis que d'autres lui reprochèrent des approches non scientifiques et des motivations religieuses. Les critiques de Bihi soulignèrent aussi qu'il avait sous-estimé les capacités de la sélection naturelle. Selon eux, le mécanisme flagellaire aurait pu être construit à partir d'éléments utiles à la fabrication de machines moléculaires plus simples, comme cette pompe cellulaire effilée. Si les composants de cette pompe existaient déjà, ils auraient pu être Exaptation, c'est ça. préservés par la sélection naturelle avant même l'apparition du moteur bactérien. Ils vont aller encore plus loin. C'est ça qui est bien, c'est que là, ça se tient, quoi. C'est que le documentaire a une structure. Il dit pas n'importe quoi tout le temps, quoi. Cette théorie est appelée cooption. Ah, cooption, je connais pas. Concept entre adaptation et exaptation. Ah si, tu m'avais dit. Oui. Ah, mais c'est sur la page Wikipédia en anglais. Exaptation and related term cooption describe. Ok, bah ça veut dire la même chose. Putain, ils vont loin. Cela signifie essentiellement qu'à un moment donné, l'évolution ou la sélection naturelle était capable d'emprunter des composants à une machine moléculaire pour en construire une autre. Scott Minnick a étudié le moteur flagellaire pendant près de 20 ans. Ces études l'ont amené à remettre en question l'argument de la cooption. Petit appel à l'autorité. Dans le flagelle bactérien, on retrouve 40 structures. Certes, 10 d'entre elles sont impliquées dans une autre machine moléculaire, mais les 30 autres sont uniques. Où ont-elles pu être empruntées? C'est pas forcément emprunté à d'autres trucs, hein, ça peut se faire au fur et à mesure. Finalement, il faudra pouvoir décrire quel était l'autre fonctionnement de chaque partie et son utilité à l'origine. En fait, on ne peut pas poursuivre cet argument bien loin, car on se heurte au problème de devoir emprunter au néant. Et même si on admet que tous les éléments étaient réunis pour assembler On n'admet pas ça, hein. Personne n'admet ça. une telle machine, d'autres problèmes surgissent. Les instructions d'assemblage sont encore plus complexes. Cette question n'est jamais abordée par les adversaires de la complexité irréductible. 4 milliards d'années. Hein. Les études menées sur le moteur bactérien ont en fait révélé une complexité encore plus grande, car son élaboration ne dépend pas seulement de composants précis, mais aussi d'une séquence d'assemblage minutieuse. Il faut que les choses soient faites au bon moment. On a besoin du nombre exact d'éléments. On doit les assembler de façon séquentielle. Il faut pouvoir déterminer si l'assemblage s'est bien déroulé pour ne pas gaspiller de l'énergie pour une structure qui ne sera pas fonctionnelle. La construction d'une machine moléculaire est comparable à celle d'une maison où les ouvriers suivent un plan d'architecture détaillé. On pose les fondations avant d'ériger les murs. On installe la plomberie et le réseau électrique. Vous comprenez l'idée un petit peu? Avant de recouvrir les cloisons.
On doit encastrer les fenêtres avant de passer à la finition extérieure. Et on pose les bardeaux seulement après avoir cloué le contreplaqué au chevron. Il en est de même de la construction du moteur flagellaire. Évidemment, si tu prends un truc qui est déjà fini, voilà. Le flagelle est construit de l'intérieur vers l'extérieur. Les composants de la structure circulaire de l'anneau sont comptés et une fois assemblés, un message indique qu'on peut passer à la suite. Une tige est ajoutée, puis un anneau, puis une autre tige, suivi des crochets qui, ayant atteint une certaine taille et inclinaison, environ 90 degrés, laissent place à l'assemblage du filament flagellaire. Tout ceci intervient selon un ordre précis, à l'instar de la construction d'un bâtiment. Pour construire... Voilà, même les bâtiments, ils ont connu une évolution au fur et à mesure du temps. Tout n'était pas fait d'avance, quoi. Je sais pas comment dire. À un bout d'un moment, même leurs maisons, elles résultent d'une évolution des maisons. Pour construire le moteur correctement, il faut un système complexe où les machines respectent minutieusement l'ordre des instructions d'assemblage. Comment la sélection naturelle pourrait-elle produire un tel système ? L'argument de la cooption ne répond pas à cette question. Attends, j'ai pas écouté. Ayant atteint une certaine taille et inclinaison, environ 90 degrés, laisse place à l'assemblage du filament flagellaire. Tout ceci intervient selon un ordre précis, à l'instar de la construction d'un bâtiment. Pour construire le moteur correctement, il faut un système complexe où les machines respectent minutieusement l'ordre des instructions d'assemblage. Comment la sélection naturelle pourrait-elle produire un tel système ? L'argument de la cooption ne répond pas à cette question. Pour aboutir au mécanisme flagellaire, ou à des dizaines de milliers d'autres au sein de la cellule, on a besoin d'autres mécanismes qui régulent le montage de ces structures. L'exaptation peut se produire sur des structures qui étaient déjà en place et qui n'appartiennent pas forcément à des... Là, je pense que cooption et exaptation sont différents, sûrement. L'exaptation permet d'expliquer des structures qui servaient à autre chose, mais qui faisaient partie, enfin, qui étaient l'ancêtre de la structure de base, quoi. Bref. Mécanismes qui eux-mêmes dépendent d'autres mécanismes pour leur assemblage. Si un seul de ces éléments venait à manquer ou était mal placé, le moteur ne fonctionnerait pas. Le dispositif qui permet de construire le moteur flagellaire est... Ah. Voilà, voilà. Elle est bien cette image là. C'est un peu un truc de... Ouais. Je vais éviter de dire ce que je... Donc, lui aussi, irréductiblement complexe. En fait, on rencontre ici une complexité irréductible tout au long de la chaîne. En fait, ce que je remets en question, c'est le caractère irréductible du truc, quoi. Parce qu'ils font que de dire ça, mais en vrai, 4 milliards d'années, c'est de l'exaptation, ça peut être de la cooption en partie, c'est un mélange de tout ça. On sait qu'il y a des transferts pas des transferts, je sais plus comment on appelle ça, si c'est interlocation, je sais plus, de gènes qui peuvent se dupliquer et arriver à un autre endroit de l'ADN et ensuite mener vers qui va reproduire un système, et puis il y a des mutations, enfin bref.
Je sais pas si c'est aussi irréductible que ça laisse le croire. Et puis je suis sûr que dans le vivant, on peut trouver des exemples de flagelles, bactériens, évolution tout simplement. L'évolution des flagelles. Alors, la compréhension de l'évolution des flagelles est d'une première importance pour les biologistes, puisque les trois différentes flagelles eucaryotes et prokaryotes sont des structures cellulaires sophistiquées et complexes permettant aux cellules de se mouvoir dans leur milieu. Il est important de préciser que les flagelles bactériens et eucaryotes ne sont pas homologues et n'auront aucun lien de parenté. Alors, le flagelle... Attends, ça, tu vois, on va le mettre dans théorie, exemple, hypothèse, tac. La flagelle eucaryote. Il existe deux modèles distincts concernant le cyle et le flagelle eucaryote. Modèle symbiotique. Ce modèle, également appelé endosymbiotique ou exogène, stipule que les granules gracillucutes, ancêtres des sirochaètes en symbiose en archée primitif, seraient à l'origine de cellules eucaryotes et ces cils et flagelles. Ainsi, le symbiote servirait d'organe mobile. Cette hypothèse est à l'œuvre de Lynn Margulis, microbiologiste américain reconnu pour avoir émis et popularisé l'origine symbiotique des mitochondries et des chloroplastes. Ah ouais, d'accord. Et du coup, ils expliquent ou pas? Ouais, donc c'est soit le modèle symbiotique, ok, donc ça vient d'une autre bactérie qui aurait fait le même truc, quoi. Le modèle endogène stipule ici le cyle et du flagelle eucaryote sont issus du cytosquelette eucaryote préexistant essentiellement sous la forme de fuseaux mitotiques. Ouais. Donc il y a des explications qui n'ont pas besoin de créateurs, quoi. Ça peut s'expliquer par la théorie de la sélection naturelle. Et puis par d'autres théories comme le modèle endosymbiotique, quoi. En plus de ces exemples de symbiose, l'homologie entre les protéines de flagelles eucaryotes et celles des protéascobactères est la principale force de cette hypothèse. Les cils et les flagelles eucaryotes ne contiennent pas d'un génome à identifier, contrairement aux mitochondries et aux chloroplastes, mais la transmission de cette caractéristique peut être indépendante de l'ADN nucléaire. Bon, bah voilà. Nous connaissons bien le flagelle bactérien. Nous avons encore beaucoup de choses à apprendre, mais on l'a beaucoup étudié. Bien sûr. Il n'y a pas d'explication permettant d'associer cette machine moléculaire à un mécanisme darwinien. Darwin ne connaissait pas l'endosymbiotisme. Donc peut-être que là, il parle du Darwin dans le sens sélection naturelle et tout. À ce moment-là, ils ont peut-être raison. Mais s'il parle du darwinisme en tant que théorie de l'évolution, bah, alors là, ça change. Il y a 150 ans, les scientifiques ignoraient les mécanismes irréductiblement complexes. Pourtant, Darwin avait anticipé les difficultés que ces systèmes pourraient poser à sa théorie. Si l'on pouvait démontrer qu'un organisme complexe existe sans être l'aboutissement d'une succession de nombreuses et infimes modifications, ma théorie s'effondrerait totalement. L'effondrement de la théorie de l'évolution de Charles Darwin. Mais non. Moi, il répète un fait, voilà. En l'absence de preuves, une affirmation peut être rejetée, sans preuve. Mais de toute façon, en plus, là, on a des preuves. C'est encore mieux. Enfin, on a des hypothèses. Donc, voilà. C'est mieux que rien. Il y a deux grandes questions en biologie. Comment apparaissent les nouvelles formes de vie, avec de nouveaux organes comme les ailes ou les yeux, à partir d'organismes qui existent déjà? Et deuxièmement, comment la vie elle-même est apparue sur Terre? On sait que Darwin a voué la majeure partie de sa vie à la première question.
Charles Darwin a comparé l'histoire de la vie sur Terre à une grande arborescence. À la base, on retrouve la toute première cellule vivante, et les branches représentent de nouvelles formes de vie plus élaborées qui ont évolué. La première cellule vivante, pas forcément, parce que par exemple les virus contiennent de l'ADN. Alors même s'il y a un débat sur est-ce qu'ils sont vivants ou pas, pas forcément une cellule. Ça peut être un autre type d'organisme si on considère qu'à partir du moment où c'est pas une cellule, c'est un organisme. Avec le temps, à partir de cet organisme primitif. Darwin voulait expliquer l'origine des branches de cet arbre de vie. Il essaya de montrer comment la sélection naturelle aurait pu modifier les espèces, produisant ainsi la grande diversité de vie végétale et animale que l'on observe aujourd'hui sur Terre. Mais pour ce qui est de la base de l'arborescence, la première cellule vivante, Darwin n'a pas dit grand-chose. Ah, ça c'est vrai, par contre. C'est vrai. Il n'a pas dit grand-chose. Il a dit que qu'il considérait que les plantes étaient issues de 4, au moins, au maximum de 3 ou 4 ancêtres communs, et les animaux de 1, et que en fait, il pensait que sa conviction était que tout descendait d'un même organisme. C'est ce qu'il explique dans l'origine des espèces à la fin. En fait, dans l'origine des espèces, il n'a même pas abordé la question de l'origine de la vie à partir d'une matière non vivante. Bon, voilà. Et puis encore une fois, la matière non vivante, ça demanderait de définir ce que c'est que la vie. Et malheureusement, tout le monde a échoué. Peut-être parce que la vie, c'est pas, au maximum, c'est un état de la matière qui est différent, quoi. Mais toutes les définitions qu'on a tenté de mettre sur le mot vie, et puis même considérer que la non-vie, ça se définit comme les choses qui ne sont pas vivantes en soi, c'est quelque chose de contradictoire, parce qu'on ne peut pas définir quelque chose par le négatif, quoi. Donc en fait, est-ce que la non-vie, comment est-ce que on est passé de la non-vie à la vie? Il y a un continuum, et puis voilà, quoi. Donc voilà. Les seuls aperçus de ses opinions à ce sujet nous viennent d'une lettre qu'il a écrite à son collègue Joseph Hooker. Concernant la première production d'un organisme vivant, si, et oh quel grand si, nous pouvions concevoir dans quelques petites mares chaudes, en présence de toutes sortes de sels d'ammoniac et d'acide phosphorique, de lumière, de chaleur, d'électricité, qu'un composé de protéines fût chimiquement formé, prêt à subir des changements encore plus complexes. Aujourd'hui, une telle matière serait instantanément dévorée, mais peut-être qu'avant l'apparition des créatures vivantes, cela n'aurait pas été le cas. Oui, puis il y a aussi les réplicateurs, dans le sens où des molécules qui sont capables de s'auto-répliquer. Il y a cette hypothèse-là, j'ai appris par Richard Dawkins, mais je ne suis pas sûr que ce soit lui. Mais un réplicateur est une entité capable de se reproduire à l'identique. Ce terme a été médiatisé par Richard Dawkins, biologiste et éthologue, dans son livre La gène égoïste. David Deutsch donne une définition du réplicateur. Un réplicateur fait que l'environnement dans lequel il se trouve en fabrique une copie. Il contribue de sa façon causale à sa propre réplication. Voilà. Hein. Et je ne l'ai pas non plus dans mes fiches. Au cours des dernières années de sa vie, Darwin développa peu l'idée selon laquelle une cellule aurait émergé de simples composés chimiques dans les eaux primitives. Il pouvait pas. Mais dans les années 20 et 30, un savant russe du nom d'Alexandre Oparin formula une théorie détaillée sur la possibilité de ce phénomène. Il l'appela l'évolution chimique. Oparin a essayé d'expliquer l'origine de la vie à partir des principes darwiniens.
Il a imaginé de simples composés chimiques se combinant plusieurs fois pour former des molécules plus grandes. Puis ces molécules se seraient organisées à l'aide de variations aléatoires et de la sélection naturelle pour donner lieu à la première cellule vivante primitive. Pendant les 30 ans qui suivirent, de nombreux scientifiques cherchèrent à développer et affiner ces idées en se penchant sur les questions soulevées par Oparin et Darwin. Comment la vie avait-elle pu émerger de simples produits chimiques? Un homme pensait avoir trouvé la solution. Un homme. Le problème des origines biologiques m'a très longtemps passionné par son envergure et son importance. D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous là? Des questions qui m'interpellaient du point de vue scientifique. C'est des questions métaphysiques. Voilà. Enfin, c'est pas forcément quelque chose que tu vas répondre avec la science, quoi. De la fin des années 60 jusqu'au début des années 80, Dean Kenyon était l'un des théoriciens les plus avancés au monde dans le domaine de l'évolution chimique. Comme d'autres savants, il essayait d'expliquer comment la vie sur Terre était apparue à partir d'un processus purement naturel. En 1969, Kenyon coécrivit un ouvrage important sur l'origine de la vie. Gary Steinman et moi-même pensions qu'en réunissant toutes les preuves empiriques accumulées du milieu à la fin des années 60, nous aurions de fortes chances d'expliquer l'origine des principaux éléments ayant abouti à la vie. Malgré son optimisme, Kenyon rencontra un problème majeur. Pour expliquer l'émergence de la vie, il devait commencer par expliquer l'origine des briques essentielles de chaque cellule présente sur Terre, des macromolécules appelées protéines. Moi là, je sais pas ce qu'a fait ce monsieur, mais pour moi, je suis pas d'accord, quoi. Comment il s'appelle? Du milieu à la fin des années 60, nous aurions de fortes chances d'expliquer l'origine des principaux éléments ayant abouti à la vie. Malgré son optimisme, Kenyon rencontra un problème majeur. C'est pas le même, c'est pas elle. Par son envergure et son importance. Ah. Ouais, il est dans le mouvement de l'intelligent design. C'est un créationniste aussi, mais bon, enfin, moi ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi il pense que c'est des protéines à la base. C'est ça qui m'interroge. Malgré son optimisme, Kenyon rencontra un problème majeur. Pour expliquer l'émergence de la vie, il devait commencer par expliquer l'origine des briques essentielles de chaque cellule présente sur Terre, des macromolécules appelées protéines. Les protéines ont de multiples fonctions dans la cellule.
de l'agencement structurel, avec le cytosquelette aux enzymes qui catalysent les molécules pour obtenir de l'énergie ou pour bâtir des composantes cellulaires. Les protéines exécutent à peu près toutes les tâches dans la cellule, sauf le stockage d'informations génétiques, effectué par l'ADN et l'ARN. Toutes les fonctions quotidiennes, telles que le nettoyage de la cellule et la production d'énergie, sont accomplies par les protéines. Kenyon savait que les protéines auraient été aussi indispensables au premier organisme vivant qu'elles le sont dans les cellules aujourd'hui. Pas forcément, pas forcément. Il reconnaissait aussi la complexité de leur construction. Parce que pour expliquer une protéine, il faut expliquer l'ADN, c'est super compliqué, quoi. Alors qu'on peut se baser sur des réplicateurs, et puis au fur et à mesure, ça va donner de l'ADN et, enfin voilà, un facteur d'hérédité, quoi. Les protéines, c'est chaud de commencer par là. Dès 1960, les scientifiques avaient établi que même des cellules élémentaires sont composées de milliers de protéines différentes et que la fonction de ces molécules est due à leur structure tridimensionnelle très complexe. La forme irrégulière de certaines protéines leur permet de catalyser ou de déclencher des réactions chimiques grâce à leur parfaite adaptation aux autres molécules de la cellule. D'autres protéines s'emboîtent pour former des composants structurels. Les parties du moteur bactérien, comme cet anneau, sont composées chacune d'une seule protéine ou d'un assemblage de protéines qui lui donne une forme spécifique. Les protéines sont à leur tour composées d'unités chimiques plus petites, appelées acides aminés, reliés les unes aux autres pour former de longues chaînes. On observe un très grand degré de complexité dans l'architecture des acides aminés qui forment les protéines. Dans la nature, 20 types d'acides aminés servent à la construction de ces chaînes de protéines. Les biologistes les ont comparés aux 26 lettres de l'alphabet. Les lettres de l'alphabet peuvent faire l'objet d'un nombre énorme de combinaisons. C'est l'arrangement séquentiel des lettres qui détermine le sens des mots et des phrases. Voilà, évidemment, si on se dit que les protéines, c'est la base, on est bien emmerdé après pour expliquer comment ça a apparu. Si les lettres sont disposées correctement, on obtient un texte compréhensible. Sinon, on crée du charabia. Le même principe s'applique aux acides aminés et aux protéines. Il existe plus de 30 000 protéines distinctes et chacune d'elles repose sur une combinaison différente des 20 acides aminés évoqués précédemment. Ces acides sont disposés comme des lettres pour former des chaînes qui comptent parfois des centaines d'unités. Si les acides aminés sont bien séquencés, la chaîne sera alors pliée pour devenir une protéine fonctionnelle. Les acides aminés s'emboîtent les uns dans les autres pour former une architecture préprogrammée par l'ordre de ces acides. Une structure est ainsi élaborée en vue d'une fonction particulière. Toutes les protéines de la cellule ont donc une forme tridimensionnelle, basée sur la disposition des acides aminés dans la chaîne. Cette disposition est cruciale. Si des acides aminés sont mal séquencés, une chaîne inutile se forme et au lieu de devenir une protéine opérationnelle, elle est détruite dans la cellule. À l'instar des langues écrites ou des programmes informatiques, les protéines ont une spécificité très élevée. Le fonctionnement de l'ensemble dépend d'un arrangement précis des éléments individuels. Mais qu'est-ce qui produit les séquences précises de ces acides aminés, donnant ainsi des formes et fonctions spécifiques aux protéines? On va avancer un peu, Au cours des je suis années fatigué. 50 et 60, des découvertes sur la Il structure passe des sur protéines l'ADN. ont poussé les biologistes à sonder ce mystère. Dean Kenyon pensait pouvoir le résoudre. Puzzle dans la nature, il faut plutôt considérer toutes les explications possibles. Un des problèmes que me pose la théorie de l'évolution est qu'elle écarte artificiellement une cause avant même de considérer les preuves. Et cette cause, c'est l'intelligence. Depuis la fin du 19e siècle,
Depuis Darwin, en fait, en partie en raison de l'origine des espèces, les scientifiques ont été amenés à accepter une convention, une définition de la science qui excluait toute explication basée sur une conception intelligente. Cette convention porte un nom, le naturalisme méthodologique. Cela veut dire tout simplement que si l'on veut rester scientifique, les explications qu'on avance doivent se borner à des causes naturelles. On ne peut invoquer l'intelligence pour désigner une cause. Pourtant, et curieusement, nous évoquons régulièrement l'intelligence. Mais en fait, c'est parce que l'intelligence n'explique rien, en fait. Faudrait expliquer l'intelligence après, et puis même, ça revient à dire, ouais, c'est super, ça a été créé par ceci, cela, puis ça s'arrête là, quoi. Bref. Constater les effets... Oh, allez, je suis fatigué. Parce que là, je vois, il commence à partir, on connaît la suite, hein. On voit des images de grands trucs. Enfin bref. Voilà, je vais aller me coucher. Au revoir.